Bonjour, pour commencer, nous sommes très heureux de vous retrouver. Véronique Valder, je suis la déléguée générale de la coopérative Le Parc. La coopérative est en charge de gérer tous les services amenés aux plus de 500 entreprises implantées sur 500 hectares que constituent les parcs Vergalan-Béthune situés à Saint-Ouen-l'Aumône. Nous vous présentons aujourd'hui un nouveau format, le live du parc, l'invité du mois. Et justement, n'hésitez pas de nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. L'angle de ce live se veut un peu taquin, voire un peu provocateur. Nous souhaitons aborder des questions que vous posez ou que vous n'osez pas formuler. Et vous pouvez bien évidemment intervenir tout au long de ce live. Aujourd'hui, nous recevons John-Sébastien Herès, le banquier, qui intervient en son nom. Bonjour Véronique. Bonjour John. Déjà pour commencer, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai une première question. Est-ce que je suis dans la bonne tenue pour aller voir mon banquier et lui demander 1 million d'euros pour la création de mon entreprise? Alors, déjà merci de l'invitation. Je suis ravi d'essuyer les plâtres sur ce premier nouveau format pour le parc. Et je vais répondre donc à ta question. Il n'y a pas de bonne tenue ou de mauvaise tenue, puisque en réalité, alors c'est important de faire l'effort, hein, évidemment. Alors pour 1 million d'euros sur une création d'entreprise, je vais peut-être dire bonne chance, mais ce n'est pas relatif à la tenue. Ça va dépendre du modèle qu'on va créer, etc. Par contre, le banquier, lui, et en tout cas c'est comme ça que je travaille, c'est un combat permanent sur soi-même pour lutter contre ces stéréotypes et ces a priori. Mais alors toi, est-ce que tu es dans la bonne tenue pour me recevoir? Ah bah non, parce que moi j'ai triché, parce que je savais que tu allais avoir la mauvaise. Et donc du coup, je suis venu sans chemise et sans cravate, mais avec un pantalon pour faire écho à la chanson. Et donc du coup, je me demande si, du coup, comme ça, à ton avis, est-ce que tu considères qu'on peut continuer l'entretien en tant que banquier? Peut-être qu'en te voyant comme ça, je serais un peu plus à l'aise pour te parler de mon projet. C'est pour possible. commencer, qui es-tu, John? Alors, donc moi, qui je suis? Alors, je ne vais pas faire mon analyse ni faire une présentation complète. Je vais, sur l'aspect professionnel, dire que j'ai 18 ans d'expérience bancaire. Je suis un enfant du Val d'Oise, j'ai grandi à Cergy-Pontoise et je m'occupe en tout cas sur le territoire des entreprises, spécifiquement pas les grosses PME, mais plutôt le segment inférieur. Et spécifiquement, je travaille sur la région du Parc depuis à peu près 5-6 ans maintenant. Voilà, et je suis ravi de le faire sur ce, on va dire, ce beau territoire, voilà, que j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup nos chefs d'entreprise aussi. Voilà. Alors comme tu peux l'imaginer, j'ai déjà plein de questions. Après, Ouais. nous allons avoir des questions qui vont nous arriver en live. Déjà, la première question, quelles sont les contraintes aujourd'hui du banquier? Alors, très bonne question. J'ai oublié de dire, en étant qui je suis, que j'aimais le rock'n'roll et la reine d'Angleterre, mais ça n'a rien à voir avec la question. D'accord. Voilà. Et tu m'avais parlé aussi de Batman, parce que Oui. souvent, parce que tu es le petit chouchou des entreprises, et souvent on me dit, mais oui, Batman est venu nous voir. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient ce surnom de Batman? Eh ben en fait, c'est simple. Autant toi, tu viens avec un jean troué pour ou je viens te voir avec tu as un jean troué pour demander 1 million d'euros. Autant moi, quand j'arrive, je viens et je prends des notes avec une trousse Batman qui est ici, et c'est ce que j'appelle le facteur différenciant. Alors pourquoi j'appelle ça le facteur différenciant? Ça, c'est juste ma technique à moi, hein, qui vaut ce qu'elle vaut. Alors oui, ça peut paraître un peu choquant, ça fait peut-être pas très sérieux. Mais après, il faut avoir le contenu dans le rendez-vous. Le facteur différenciant, c'est important parce que finalement, moi, je me place du point de vue du client et je me dis, bon, les banquiers, pour lui, on a tous les mêmes têtes, on a tous les mêmes costumes et on va adresser tous les mêmes solutions. Et du coup, il se rappelle de moi parce que j'ai une trousse Batman. D'accord, c'est Voilà. pour ça, d'où ton surnom Batman, en plus Voilà. du petit chouchou. Exactement. D'accord. Donc les contraintes du banquier aujourd'hui? Alors, elles sont nombreuses. Il y en a pléthore, en fait. Donc, il faut quand même regarder l'aspect macro et l'aspect environnement banquier des entreprises. Et donc, quand je dis banquier des entreprises, il faudra distinguer, est-ce qu'on est dans un centre d'affaires ou est-ce qu'on est adressé par, on est en tout cas en charge avec un chargé d'affaires qui relève du réseau bancaire plus classique, d'accord? Et ça va dépendre aussi des modes d'organisation qui ont été mis en place dans plusieurs établissements. Les contraintes du banquier, il ne faut pas oublier qu'il y a des contraintes réglementaires très fortes, encore plus fortes depuis donc la crise de 2008, hein, qui se sont toujours accumulées les unes avec les autres, ce qui peut être une bonne chose, puisque au moins ça évite d'avoir un système bancaire qui est en difficulté, et qui en tout cas peut, en cas de crise, assurer la relance et assurer l'amortissement du choc économique ou systémique, hein, ça dépend comment on le voit.
Et je dirais que pour l'instant, on va assister, je pense, dans les dernières discussions qu'il y a eu, à un relâchement de cette pression réglementaire pour qu'on puisse justement continuer à financer l'économie. Voilà. Donc à être un peu plus souple, c'est ce que tu veux dire? Non, à être un peu plus souple dans, en tout cas, ce qu'on doit avoir comme fonds propres, puisque on va être un peu plus souple sur notre niveau de rentabilité demandé et exigé. J'ajoute aussi qu'on a une grosse contrainte réglementaire sur l'aspect de la connaissance client et qu'il nous faut le maximum d'informations pour être dans les clous de la réglementation fiscale, puisque vous avez vu qu'on vous demande beaucoup de choses et beaucoup d'éléments, et que ça, ce n'est pas parce qu'on a envie et que ça nous passionne, mais c'est parce que déjà on a une meilleure connaissance de qui vous êtes et ce que vous avez, on peut donc du coup mieux vous conseiller, et surtout parce qu'on a l'obligation de le faire. Alors, justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que souvent on se pose la question, il faut attendre le coup de téléphone du banquier pour aller le rencontrer, lui parler de ses projets, de sa situation, ou alors il faut le faire spontanément et dire bah, « écoute, banquier, j'ai envie de te voir parce que j'ai envie de te parler de ma situation actuelle, de mes projets et de mes différentes pistes de réflexion pour savoir ce que tu en penses. » Alors, ça c'est une bonne question. Qui revient très souvent de la part des chefs d'entreprise, qui n'ont pas ce réflexe-là. Alors ça va dépendre du niveau de relation qu'on a avec son banquier, d'accord? Donc je vais dire d'abord, le banquier c'est pas un ami, et ça ne doit pas être un ami. Et en tant que dirigeant, moi c'est ce que j'explique souvent aussi à mon équipe, on ne doit pas se mettre en position en tant que banquier d'être redevable ni d'un chef d'entreprise, ni en situation délicate. Donc il faut toujours avoir la bonne distance, ça n'empêche pas d'avoir de la proximité, mais on n'est pas des copains, jamais, d'accord? Ça c'est hyper important. Ensuite, plus le banquier il a d'informations à avoir, plus il peut échanger avec le dirigeant, plus en fait le futur dossier de financement, si c'est sur ça qu'on va, il va être prêt. Parce qu'on a la connaissance, on a la vision, on a la stratégie, et du coup, on peut se dire, bah super, là je sais que ce client-là, il est carré, il me demande tant, c'est peut-être un peu limite, mais j'ai confiance, j'y vais parce que j'ai la connaissance. Ouais, et en plus, toi, tu y vas de tes conseils. Une autre question qui est souvent posée, c'est comment peut-on optimiser ou accélérer les prises de décision de son banquier? Alors déjà… Alors pas en venant en jean, si j'ai bien compris. Si, on peut venir en jean ou en sandalette, ça dépend dans le pays dans lequel on est. Oui. Comment accélérer la décision? Alors déjà, il faut essayer d'identifier qui, et surtout avec son banquier, qui va signer le dossier qu'on demande, qui va signer la demande de financement. On va essayer de prendre des exemples de demande de financement. Qui est le décisionnaire? Voilà. Et du coup, il faut travailler sur une base de rétro-planning. J'ai besoin d'investir à tel moment. Du coup, comment en fait je construis ensuite ma demande de financement? Avec mon partenaire historique, si de toute façon il est déjà OK, ou avec un autre partenaire si jamais la banque n'est pas en capacité de répondre tout de suite à ma demande. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que si je viens te voir pour 1 million d'euros pour un projet de création, oui, je vais te décrire le concept qui va animer cette entreprise. Est-ce que tu vas m'aider à présenter le dossier, à constituer le dossier sous le meilleur jour pour pouvoir en effet avoir mon autorisation de financement? En fait, je vais avoir un sujet de transparence d'abord, et c'est ça qu'il faut qu'on ait, nous banquiers. Je peux te dire parfaitement, écoute client, moi là, il me manque 50% de l'effectif, la demande d'1 million d'euros sur ce sujet-là, elle doit passer telle étape et telle étape, je n'ai pas la capacité de la traiter convenablement. Donc, si alors c'est toi qui vas me le dire ou est-ce qu'il faut que je pose? C'est le banquier qui doit le dire en théorie, mais je pense que ouais, c'est bien que le client identifie les étapes de son parcours si jamais l'interlocuteur n'a pas la maturité de le faire. D'accord. Ça c'est super important. Et surtout, après, il faut bien préparer et structurer son dossier. Alors qu'est-ce que ça veut dire bien préparer et structurer? Parce que ça c'est relatif à chaque personne. Je vais faire un exemple easy. Aujourd'hui, on passe beaucoup par le digital. Les dossiers papier, oui, moi, ça ne m'intéresse plus. On travaille avec tout sur des documents scannés, par exemple. Bon. Déjà, donc, le banquier, en théorie, doit dire au client, voilà la liste des pièces dont j'ai besoin. OK. Si le client… Alors là, excuse-moi, je vais te reprendre, parce que souvent, ce qu'on nous rapporte des banques, c'est d'abord, on te demande tel papier, tel papier, tel papier, tu fournis tout, et puis après, on te dit quelques jours plus tard, ah mais oui, mais il faudra encore ce papier ou ce papier, et puis finalement, est-ce que vous pourriez faire des tests médicaux pour être sûr que vous êtes en bonne santé? Ça, c'est autre chose. Donc, il y a d'abord l'ossature du dossier et les pièces de base qu'on va avoir. Donc, en gros, on fait une maison, il faut faire des fondations et mettre des parpaings, d'accord? Et puis faire la chape. Bon.
on va avoir besoin d'éléments concrets, donc les liasses fiscales, les éléments personnels éventuellement pour analyser, le patrimoine, pour regarder ce qu'on peut amener en prestation de conseil supplémentaire. Bon, je ne vais pas faire la liste exhaustive de tout ce qu'il faut, mais bon. Et là, vous avez un dossier qui a un format numérique, donc soit vous l'avez par WeTransfer, soit c'est du mail, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que votre client vous l'envoie, il y a 1000 pages, admettons, et il vous dit, bon, alors, est-ce que vous l'avez reçu? Oui, alors qu'est-ce que vous en pensez? 1000 pages. Quand est-ce que je vais pouvoir, c'est en gros une fois que je l'ai reçu, complet, comment je le traite? Et derrière, qu'est-ce qu'on a souvent? Et c'est ça, c'est stupide comme petite démarche, c'est il faut nommer les fichiers qu'on envoie. S'il y a marqué scan machin truc avec un numéro, on ne sait pas ce que c'est, il faut qu'on rouvre le dossier, qu'on le réenregistre comme il faut, on perd du temps. D'accord. Donc il faut s'éduquer aussi sur le numérique. Donc toi, alors déjà numérique, et puis bon, quand tu dis 1000 pages, ça veut dire être peut-être un peu plus synthétique. Oui. Pouvoir amener une synthèse à son banquier, bien identifier les choses. Donc c'est toutes ces petites choses qui, vous, banquier, vous fait gagner du temps et qui font que vous avez tout de suite un autre regard sur le dossier. En fait, déjà, il faut qu'on ait, pourquoi pas, s'il y a plusieurs structures, une vision d'organigramme, qu'elle nous soit fournie et qu'on comprenne aussi un peu, pourquoi pas, sur un petit PowerPoint, qui fait quoi, dans quelle structure, et comment ça marche, parce que sinon, il faut qu'on le devine. Oui, ouais. Donc, difficile des fois, comment ça marche. Des fois, il y en a 10. Oui, mais c'est vrai que toi, en plus, tu vas énormément sur le terrain voilà. pour sentir les choses, le contexte, l'environnement. Oui, et le dossier, c'est d'abord une histoire de femmes et d'hommes. J'ai dit dans cet ordre-là parce que c'est important. Donc, c'est une histoire de femmes et d'hommes. Donc, ça veut dire qu'avant d'étudier des éléments, il faut qu'on comprenne aussi la psychologie du dirigeant, comment est structurée l'entreprise. Alors là, typiquement, on ne va pas être sur des aspects de tenue vestimentaire, mais c'est si on arrive dans une entreprise de transport, par exemple, et qu'on voit que les camions, ils ont tous des pneus crevés, que ça n'a pas l'air très bien géré, et qu'on a de la logistique derrière, admettons, j'en sais rien, et que ce n'est pas comme il faut. Ça ne va pas nous plaire. Donc, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne et qu'on nous explique comment c'est fait. Et il faut qu'on ait aussi, et ça c'est le rôle, on y reviendra peut-être après, des conseils qui viennent en amont du dirigeant d'entreprise, parce que lui, ce n'est pas forcément un financier, qu'on nous explique comment s'articule effectivement, pourquoi pas la construction de la rentabilité, et comment, du coup, quelle est la stratégie financière de l'entreprise. C'est vrai que la première fois que je t'ai rencontré, c'était dans un entrepôt comme celui-ci, et les jeunes étaient en train de te présenter complètement un projet, et tu les ai parlé pour comprendre toute l'articulation du projet, la mécanique commerciale, etc., etc. Une autre question, forcément vu le contexte, comment les banques ont appréhendé la gestion des crises sanitaires et économiques ? Alors, la crise sanitaire et la crise économique, puisque j'espère qu'il n'y en a pas plusieurs. En tout cas, j'espère, sinon je vais avoir beaucoup plus de cheveux blancs que maintenant. Je trouve plutôt bien, en réalité. Il y aura toujours une personne qui vous dira que ça s'est mal passé, etc. Globalement, on constate quand même qu'on a acté, en tout cas en termes d'accord, quasiment 95% des demandes de prêts garantis par l'État. Qui ont été une vraie révolution. Faut quand même se dire que, alors je n'ai pas les chiffres récents, mais on a quand même sorti à l'échelle du territoire, enfin de la France, 50 000 dossiers quasiment. Il y en a encore pas mal dans les tuyaux. Et les banques étaient armées, on va dire le mot armé, pour pouvoir absorber ce flux? Franchement, l'exemple que je vais vous donner, c'est très simple, que je peux donner même à tout le monde, c'est ce que j'explique aussi à mes clients. Si vous êtes restaurateur et que vous devez servir en un seul service tous vos clients de l'année en 2 semaines. Oui, ça va peut-être être un peu difficile. En fait, vous pouvez pas faire, déjà, vous ne pouvez pas faire un service de qualité, déjà. Et il se trouve que on a plutôt, en tout cas, les banques ont plutôt bien travaillé le sujet. Elles ont mis en place quand même un processus de décision très rapide, un processus de crédit digitalisé quasiment comme ça. Pour beaucoup d'établissements. Et quand même, c'était une vraie révolution et on a géré beaucoup de volume avec, comme tout le monde, parce qu'il ne faut pas oublier que les banques sont des entreprises comme les autres, des gens qui devaient garder leurs enfants, qui étaient en situation de fragilité. Donc avec des effectifs, on a fonctionné en mode dégradé et on a réussi quand même à faire un volume qui est conséquent, voire historique. Alors, l'équipe est en train de me faire signe. Il y a une question qui vient de nous arriver. Oui. Que penses-tu du PGE? Certains l'appellent la bombe à retardement. Ah. Alors,
Je vais juste expliquer, quand on a eu la crise sanitaire, la décision du confinement, ça a été révélateur de comportements, en tout cas chez certains, que ce soit dans les entreprises ou dans les banques, de comportements managériaux plus ou moins bienveillants, et chez les clients, de situations de stress assez importantes. Et en fait, on a eu pour beaucoup une demande de réaction en urgence, et ce n'était pas forcément ce qu'il fallait faire. La banque, elle n'est pas habituée à ce qu'on lui force la main pour prêter de l'argent. C'est pas vous prêtez, c'est comme ça. Non, c'est on prête si on veut. Ah, pourtant, là, on avait l'impression que c'était c'est l'impression qu'on a donnée. Un peu la distribution. Alors, je rappelle effectivement que ça dépend du montant de PGE qu'on va adresser. Si c'est 30 000 €, on a une paume potentielle de 3 000. Si c'est 1 million d'euros, on a une paume potentielle quand même de 100 000. C'est pas la même histoire, hein, d'accord? Donc, on dit bon, bah, retardement. Pour la banque, si on a bien fait le travail, alors on a fonctionné avec des éléments historiques, hein, donc des éléments d'analyse financière sur l'existant, puisqu'on ne peut pas, nous, anticiper les performances futures ou les problématiques de la structure qui vont arriver. On a fonctionné sur est-ce qu'avec ce qu'on a là aujourd'hui, on est en capacité d'être remboursé si jamais le client amortit son crédit. C'est-à-dire quand tu dis est-ce qu'on a là ce qu'il faut, c'est-à-dire tous les éléments de l'entreprise, de ton client qui te fait la demande, c'est-à-dire tous les aspects à ce moment-là de ton client. Mais pourtant, tu n'as pas une photo à ce moment-là exactement de la situation de l'entreprise qui est ton client. Non, mais on a pu travailler avec, quand on avait les éléments historiques sur ces bases-là, et en tout cas se dire, bon, le PGE, ça reste dans l'esprit, en tout cas, au départ, une avance remboursable. Oui, oui. Je ne suis pas sûr, je vais le dire avec mon franc-parler, je ne suis pas sûr que pour beaucoup, ce soit le cas. Pour beaucoup, c'est du coup quelque chose qui, de toute façon, passera en amortissement forcément. La bombe à retardement, elle est sûre. Nous, on a travaillé, je pense, les banquiers ont bien fait leur travail, et quand même, quand on voit le taux de risque, en tout cas des banques françaises, on peut quand même se regarder dans le miroir tranquillement soir en rentrant. Hein. Voilà. Et tant mieux. Non, mais tant mieux parce que ça ne met pas en danger le système. Par contre, la difficulté, ça va être qu'est-ce qui va se passer demain? Personne ne le sait. Ça va être un travail du dirigeant. Comment il va transformer sa structure? Peut-être qu'on va l'aborder. Et qu'est-ce qu'on va attendre et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, moi, je n'ai pas les solutions miracles, mais il y a quand même, je pense, dès aujourd'hui, plusieurs questions à se poser pour préparer le pire. Voilà. Quand on prend un coup de poing dans le ventre, si on a contracté les abdos, ça passe mieux que quand on n'est pas prévenu. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, du coup, la difficulté qui va arriver, c'est est-ce qu'on va être en capacité d'être remboursé? Sans doute oui, et je pense que ça se passera bien. Pour l'instant, en tout cas sur le niveau d'activité, on est un peu comme Fonzie, hein, tout le monde est cool. Et pourtant, on nous explique qu'on a une crise qui arrive. Bon, elle va arriver sans doute. Mais à quel niveau, quelle hauteur voilà. Il faut peut-être anticiper quand même la difficulté que ça va générer pour l'entreprise de réinvestir demain. Et donc ça, la question, c'est est-ce que demain, si j'ai besoin de réinvestir, le fait que je me sois trop endetté à cause du PGE ou qu'au départ, j'avais déjà un niveau d'endettement trop important, fait que le crédit bancaire, peut-être, ne pourra pas m'être adressé. Et donc, il va falloir se tourner vers d'autres modes de financement. Alors, nous avons une autre question. Que penses-tu du prêt-rebond et des différents autres fonds? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je pense du prêt-rebond? Qu'est-ce que je pense même du fonds de résilience? Fonds de résilience, fonds de solidarité, etc., etc. Il y a pléthore de dispositifs là, qui sont en place et je trouve… et d'ailleurs, excuse-moi, les chefs d'entreprise, au bout d'un moment… moi, je ne sais plus où j'habite. Vaut mieux un PGE, vaut mieux un prêt-rebond. Il y a eu quand même un certain flottement parce que justement, il y a des banques qui ont rassuré les chefs d'entreprise en leur disant « Vous ne précipitez pas sur le PGE, vous avez jusqu'au 31 décembre, prenez le temps de prendre du recul, d'évaluer la situation et après on reverra votre dossier ensemble. » Ce n'était pas un refus, c'est simplement pour leur spécifier le fait qu'il ne fallait pas qu'ils se précipitent. Et du coup, il y en a qui ont pris le prêt-rebond. Ouais. Je trouve que d'attendre, c'est bien quand on peut et qu'on a les moyens. D'accord. Mais parce le PGE, par rapport au prêt-rebond? Nous, on a fait le travail. Le prêt-rebond, c'est un complément de ce que la banque ne pourra pas faire. Voilà. D'accord. C'est ce que je dirais ça comme ça. Et sur les dispositifs que sont le prêt-rebond, le prêt à tous, ce que vous voulez, BPI a une offre conséquente. Donc ça veut dire qu'on peut cumuler les deux? Ça veut dire qu'on peut cumuler les deux.
D'accord. Il faut que ce soit dans les critères. Capacité de remboursement. Il faut qu'on soit dans les critères et dans les clous, comme beaucoup en fait de ces dispositifs qui offrent peut-être moins de souplesse que ce que nous on peut faire, et forcément. On a nous d'autres contraintes, mais il y a beaucoup d'offres en fait, c'est ça que je voulais dire. Et pour s'y retrouver, j'ai eu beau, il y a des endroits où on peut retrouver toutes les aides, etc. Mais il manque peut-être une organisation sur une place donnée avec un nom de domaine qui va bien et on retrouve tout. Peu importe les organismes, mais là la question c'est pas de faire la compétition à qui va le prêter le plus et qui va soutenir le plus, c'est pas le sujet. Il ne faut pas mettre de l'ego là-dessus. Aujourd'hui, c'est comment on fait pour que les entreprises s'en sortent demain. Et alors, si c'est de la dette, c'est de la dette. Ça pourrait être aussi d'autres leviers, et on pourrait penser au capital investissement, à des fonds locaux, on peut penser à plein de choses. Alors justement, il y a une question qui nous a été envoyée avant le live. Quel est le rôle ou l'influence des politiques locales dans la gouvernance de ces prêts, de ces fonds? Alors sur le BPI, on est plutôt sur de la politique nationale, même si on va considérer qu'ils sont indépendants. BPI, c'est une structure qui a pris quand même beaucoup de place ces dernières années, qui fait bien son travail, qui va là où nous, on n'est plus en capacité d'aller pour les contraintes réglementaires ou d'organisation de structure. Donc ça, c'est bien. Le rôle des politiques locales, moi je dirais que ce que je constate aujourd'hui, en tout cas sur le territoire du Val d'Oise, et je mets en cause personne, c'est que j'ai pas l'impression qu'en tout cas il y a une compréhension de ce qu'est l'organisation du tissu économique et comment on peut l'aider. Comment on peut l'aider, c'est-à-dire comment on peut mettre en place, alors on parle de clusters sanitaires, mais comment on peut mettre en place des clusters de compétitivité sur certains aspects. Comment on peut gérer finalement des centrales d'achat locales sur les mêmes métiers. Il y a un truc que j'aime bien moi, c'est comment on peut faire par exemple, alors je ne connais pas bien le sujet juridique, hein, mais comment on peut créer finalement des structures qui fournissent de l'emploi, parce que moi dirigeant, je suis convaincu qu'en fait, si j'embauche quelqu'un d'un coup, c'est toujours la crainte, on dit il y a une crainte, enfin, bon, je pense que c'est le carnet de commande, la première crainte, mais si j'embauche quelqu'un, est-ce que j'ai assez d'argent pour pouvoir le payer? Ou si je l'embauche, est-ce que mon taux de profitabilité à la fin il est suffisant? Et donc, des fois, on a besoin de partager finalement la ressource. Et peut-être que si j'ai besoin alors le bâtiment, c'est pas le bon exemple, mais si j'ai besoin d'un informaticien ou d'un data protection officer dans ma structure, je ne vais pas l'embaucher à temps plein, il n'y a pas besoin. Mais peut-être que si je pouvais, du coup, avec un statut protecteur qui est le salariat, le mettre dans plusieurs structures et de bien définir les missions, sans que ce soit complètement compliqué, ce ne serait pas une mauvaise idée. C'est vrai que les chefs d'entreprise parlent de plus en plus du temps partagé. Oui. Et au-delà de ça, de la petite tirelire localement qui pourrait être mise en place pour pouvoir en effet déposer des compétences au profit d'autres entreprises pour s'alléger soi-même et aussi pour aller chercher des compétences ponctuelles pour son entreprise. Donc ça c'est des idées à creuser. Il y a aussi plein d'organismes qui font très bien le travail. J'ai pensé à la CCI, il y a tout ça, le réseau Initiactive aussi fait ça super bien, mais ça, c'est pas de la politique locale. Il manque, à mon sens, une coordination. Voilà. Il manque une coordination, il manque quelque chose qui, et je ne demande pas à ce qu'on fasse du bolchevisme, c'est pas ça, il ne faut pas un truc d'administration. Il y a besoin de coordination, de se dire, ok, cette structure fait ça, cette structure fait ça. Est-ce qu'il y a des doublons? Est-ce que ces doublons sont efficaces? Et est-ce que ce qu'on fait, est-ce qu'on le mesure en termes de performance? Alors l'équipe me fait encore signe, une autre question. Comment armer son entreprise pour rebondir aujourd'hui? Déjà, pour rebondir, il faut qu'on soit parti en l'air ou pas. Comment l'armer? Alors il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que je dirais, en tant que dirigeant, alors quelle que soit la taille de sa structure en fait, et si on a les moyens, je pense qu'il ne faut pas hésiter à investir sur le coaching. Alors c'est un mot qui peut être très mal pris. Donc toi, dans ce genre de contexte, tu dis il faut investir sur le coaching. Ouais, sur son coaching de dirigeant. Coaching par rapport à une stratégie commerciale, une stratégie de développement, une stratégie de relocalisation, parce qu'on en entend beaucoup parler. Il faut revoir son business model, revoir. Donc investir sur le coaching, c'est-à-dire, alors le coach, c'est comme un psychanalyste ou un psychiatre, il faut prendre celui qui nous convient. Donc il y a plein de gens qui font ça très bien, d'autres qui font ça très mal. Il n'y a pas forcément des diplômes, mais en tout cas, il faut prendre au moins un consultant qui vient regarder ce qui se passe et il faut auditer la structure, même très rapidement, pour avoir un œil extérieur
C'est très important pour un œil extérieur de comment ça fonctionne, comment c'est structuré et est-ce qu'on est prêt pour affronter une crise. Parce que là, il y a une crise qu'elle a déjà. Plus résilient, plus comment compétitif. On peut être plus résilient et comment on peut transformer son modèle. Comment on peut pivoter, s'il y a besoin de pivoter, ou comment on change peut-être très peu de choses qui font que ça va recréer de la valeur et on va améliorer le système. Il y a le coach, donc ça ou le consultant. On peut aussi, je pense, pas hésiter à faire appel à d'autres dirigeants si on s'entend bien avec eux et qui vont venir regarder très rapidement ce qui peut aller, ce qui ne peut pas aller. Le parc, je crois, fournit ce genre de service. Je fais la pub, je fais la pub. C'est ce que nous faisons. C'est vrai que pendant toute cette période-là, comme tu le disais, mais évidemment tous les jours, on publiait, grâce à notre agence de communication que je salue au passage comme RS, et son équipe ont publié tout ce qui sortait, etc. etc. Mais c'est vrai que la question que nous posaient les chefs d'entreprise derrière, c'était PGE, pré-rebond, qu'est-ce que je fais, dans quelle direction je me dirige. Et aujourd'hui, c'est de favoriser le fait de s'associer à plusieurs entreprises, peut-être pour aller chercher d'autres marchés, d'être plus fort ensemble. Ça, c'est notre devise déjà sur les parcs. C'est vrai, et vous le faites très bien. Il y a le côté audit en fait, de la situation, alors que ce soit par un consultant, un coach, ce que vous voulez, peu importe, ou même, pourquoi pas, un expert comptable, mais peut-être indépendant de celui que vous avez, qui vous voulez. Quelqu'un qui va avoir l'expérience et la maturité et une compétence sur certains sujets. Ça peut être votre chaîne de distribution ou de fabrication, hein. Voilà, ça peut être ça. Et là, c'est la question à se poser, c'est de qui je dépends. Je dirais, de qui je dépends en termes de clients. Ces clients, ils font face à quoi? Et est-ce que demain, si j'ai une contraction réelle de mon chiffre d'affaires de 30%, et puis on va se dire, pourquoi pas une augmentation des taxes ou des impôts, alors je ne vais pas faire de sémantique, parce que là, on a tout financé sur de la dette. Hein. Donc, peut-être qu'elle sera perpétuelle. J'ai lu que la CRDS allait être prolongée jusqu'en 2034 pour payer la crise Covid. Bon, très bien, mais quand même, comment je vis et comment financièrement je tiens le coup? En termes de rentabilité, en termes de cash. S'il vous plaît, cash is king, on dit, voilà, gérer ces problématiques de cash, c'est hyper important. Alors que ce soit par une action de réduction de vos coûts, que ce soit en améliorant vos délais clients si c'est possible, que ce soit en faisant du facteur ce que vous voulez, mais améliorer en tout cas votre trésorerie, c'est hyper important parce que c'est du temps que vous gagnerez. C'est du temps que vous gagnerez pour penser au reste. Voilà. Et je pense que penser demain, c'est quelle problématique j'ai avec tel client demain, de qui je dépends, aussi mes fournisseurs, pourquoi pas, et comment, en cas de contraction, je survis. Et qu'est-ce que du coup je mets en place par rapport à ça? Bon, mais écoute, John, merci de ce moment passé ensemble. Tu as vu, c'est passé très vite. C'est déjà fini? C'est déjà fini. Si tu veux bien, nous allons terminer notre live. Oui. Que peux-tu nous dire en conclusion? Quel message le plus important tu as à faire passer aux dirigeants d'entreprise aujourd'hui? Alors déjà, je suis très frustré parce que j'ai pas. je pensais que ça durait plus longtemps. Voilà. Donc peut-être que je reviendrai ou pas, si ça a plu. Le message à faire passer, ce serait par rapport à votre banquier. En fait, ce n'est qu'un homme ou une femme, et donc n'hésitez pas à communiquer. Alors franchement, moi je préfère le face à face plutôt que de s'envoyer des mails Il faut se voir. S'il y a un point qui ne passe pas, il faut changer d'interlocuteur ou d'établissement. Enfin, je n'ai pas honte de le dire, des fois, c'est de l'humain, donc on n'est pas… C'est vrai que la Banque de France est beaucoup intervenue en médiation du crédit pendant cette période et a fait un travail assez extraordinaire. Je salue Michel Ortiz au passage. Donc, il ne faut pas hésiter à saisir non plus la médiation du crédit. Oui, et donc n'hésitez pas, en tout cas, la relation avec le banquier, c'est un peu comme une relation d'affaires, puisqu'on est prestataire de service pour le client, on vend de l'argent en fait, ou des solutions. Ce que je veux dire, c'est que soyez précis dans ce que vous demandez et comment vous le demandez, réfléchissez à comment vous communiquez aussi avec lui, même si nous, on doit faire l'effort inverse, j'ai envie de dire, mais réfléchissez à comment vous communiquez, comment vous le demandez, et est-ce qu'on comprend ce que vous demandez. Mais n'hésitez pas en tout cas à bien solliciter et bien discuter avec vos interlocuteurs, c'est la clé. Merci beaucoup John. Merci à tous de nous avoir suivis durant ce live. Je vous dis à très bientôt. Merci au passage à David et à son équipe de notre agence de communication, l'agence ComRS. Et merci surtout à Étienne et son équipe d'Unique Production pour ce tournage. Bon, écoute, John, on reprend un café? Allez. Les deux? Allez, on reprend un café.